Bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Cette saison, je te propose aussi un épisode bonus chaque vendredi. Il sera composé soit d'une parole d'expert sur le sujet abordé le mardi, soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle saison de Prenons un café, la 4e déjà. Et je suis encore plus ravie de la commencer par un épisode clin d'œil aux saisons passées, comme un fil rouge d'une des histoires majeures de Prenons un café. Cette semaine, je reçois Raphaël, le mari et amoureux de Louise, qui nous racontait sa dépression postpartum dans l'épisode 7, et aussi la vie après cette dépression dans l'épisode 51. Après ces 2 épisodes sur une partie importante de la vie de Louise, je sentais bien qu'il manquait une pièce au puzzle. Une pièce majeure et déterminante dans ce cheminement vers la guérison. Cette pièce, c'est Raphaël. Raphaël est le papa d'Isée, l'amoureux de Louise, et il a dû apprendre à devenir père en ayant l'impression de perdre celle avec qui il avait décidé de se lancer dans le grand bain de la parentalité. Accompagner une personne malade n'est jamais simple, et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Dans cet épisode, Raphaël nous raconte son parcours de père, sa vision de la dépression postpartum et ce qu'il a vécu lui face à la détresse de sa femme. Un moment riche en émotions et surtout plein d'amour. Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Salut Raphaël. Salut Élise. Bienvenue sur Prenons un café. Je suis ravie, moi, de te recevoir là aujourd'hui. On se connaît dans la vraie vie. Tu n'as fait pas partie de la sphère Instagram et peut-être que les auditeurs et les auditrices ne te connaissent pas ou alors ont dû t'apercevoir peut-être à un moment. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Merci Élise en tout cas de partager ce podcast avec moi. Donc moi je suis Raphaël, donc le mari de Louise, plus connu sous le nom de Louisati. Donc là où vous avez dû me voir, c'est sur son Instagram à elle, dans ses stories et puis ses images. Je suis donc lillois d'adoption. Je partage ma vie donc avec ma femme Louise et puis ma petite-fille Isée. Voilà, donc depuis bientôt, donc avec ma femme depuis bientôt 10 ans. Voilà. Waouh, ça passe vite. Hein ? Ça passe vite, ouais. Je vais te poser la question traditionnelle que je pose toujours sur Prenons un café. Est-ce que tu as toujours voulu être papa ? Alors, pas du tout, puisque pour être totalement transparent, au tout début et même quand on s'est rencontré avec Louise, moi j'étais totalement anti-enfant. Ouais. Donc c'était quelque chose qui me faisait peur. J'y voyais que des contraintes et donc j'étais pas du tout dans ce projet-là. J'étais même allé jusqu'à regarder pour des hôtels sans enfants et tout ça, donc tu vois un petit peu l'extrême. Ouais, donc tu voulais pas de contact avec les enfants du tout, quoi. Non, j'y voyais pas du tout je voyais pas du tout que ça pouvait apporter. Voilà. Et vous aviez des amis ou de la famille autour de vous qui avaient des enfants ? Oui, notamment mon frère qui en a eu assez tôt, mon grand frère. Et pareil, ça m'avait pas du tout donné envie d'en avoir. Donc non, c'était pas du tout un projet. Et puis après, la réflexion, le projet est venu un petit peu naturellement, je dirais. D'abord parce que quand on est bien avec quelqu'un, on peut avoir, moi c'était le cas en tout cas, on a eu envie de fonder une famille, parce qu'on disait que c'était un beau projet, mais parce qu'on est tous les deux et parce que c'est notre situation à nous. Donc chacun est différent. Et du coup, c'est en parlant, c'est en y réfléchissant, qu'on a eu envie d'aller dans cette direction, sachant que moi, ça m'a pris du temps quand même de changer. Et j'avais quand même beaucoup de peur aussi sur la paternité, sur le changement de vie, le fait d'être à 3, etc. Ça m'a quand même pas mal questionné, on va dire, avant de faire le grand saut. Et puis et aujourd'hui, on a une petite fille de 3 ans, 0 regret. Ouais. Et c'est clair que si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Voilà. Qu'est-ce qui te faisait peur dans la paternité ? Le fait déjà d'être à 3, de plus avoir cette relation juste moi et Louise. Je disais, ça peut peut-être casser quelque chose. Les contraintes, le fait d'avoir après la scolarité, les vacances scolaires, tout ça. Et je me disais, mais c'est pas possible de partir avec des vacances calées pendant 10 ans, etc. Et puis j'avais des modèles autour de moi, on va dire de parentalité, qui me correspondaient pas et sur lesquels je me projetais pas du tout. Donc je me disais, mais si c'est ça la parentalité, j'ai pas du tout envie d'y aller. Voilà. Ouais. Et en fait, la parentalité, elle est propre à nous-mêmes. C'est nous qui la construisons et chacun est différent. Et
Et ça n'a rien à voir entre ce que font les autres et ce que nous on fait. Et c'est ça qui change en fait la donne. Et c'est ça qui fait qu'on est bien et qu'on peut s'épanouir dans une vie de famille, même avec des contraintes, puisqu'il y a quand même des contraintes, il ne faut pas le nier. Donc voilà, c'est ça. Donc, finalement, vous décidez de vous lancer dans cette aventure. Ouais. On a l'histoire du côté de Louise, de cette histoire de parentalité, de maternité. Là, aujourd'hui, on va partir de ton côté à toi parce que la naissance de votre fille s'est pas passée comme on aurait pu l'imaginer parce que Louise a fait une dépression prénatale et postpartum. Et en fait, moi, j'avais envie de faire cet épisode avec toi pour que tu puisses nous raconter en fait ta vision des choses, la vision d'un conjoint, la vision d'un père, quand l'autre partie, quand la personne qu'on aime en fait est plus elle-même, parce que c'est une épreuve, parce que j'imagine que, pour le coup, pour avoir pas accompagné la dépression postpartum, mais pour avoir accompagné quelqu'un qui était en difficulté sur le côté santé mentale, c'est compliqué. C'est difficile d'être cet accompagnant-là et j'avais envie justement de rendre un peu hommage aux personnes qui accompagnent. Donc, Louise tombe enceinte. Qu'est-ce que tu ressens, toi, à ce moment-là ? Au moment où elle tombe enceinte, quand Isée s'installe, comment ça se passe pour toi ? Est-ce que tu te sens père tout de suite ? Est-ce que ça te fait flipper ? Comment ça se passe ? Non, on ne se sent pas père tout de suite. Moi, je me suis senti père le jour où elle est arrivée. Ouais. Le jour de la naissance. Et avant, qu'est-ce que j'ai ressenti ? Évidemment de la joie, mais beaucoup de stress. Ouais, ça te stressait ? Ouais, ça me stressait beaucoup parce que je me suis dit, je vais pas être à la hauteur, je vais pas savoir comment faire, peut-être qu'on va avoir des problèmes, peut-être que la naissance va mal se passer, peut-être qu'on aura plein de questionnements sur ça. Donc j'étais très stressé. Par contre, l'approche que j'avais, moi, c'était un peu quand même de me laisser porter parce que je me suis dit, si je commence à regarder partout des informations sur la parentalité, sur les naissances, les catastrophes de naissance, etc., et je vais paniquer. Donc je me suis dit, je vais plutôt laisser les choses se faire naturellement, voir comment ça arrive et comment on peut gérer au mieux. Et Louise, à l'inverse, elle est allée dans la recherche d'informations, mais extrême, on va dire, où elle regardait toutes les informations possibles, toutes les émissions possibles, etc. Et moi, je n'étais pas dans cette approche-là. Évidemment, on partageait ces sujets-là ensemble, donc j'ai appris des choses et je me suis aussi fixé des idées, des opinions, etc. Mais moi, j'étais plus dans l'approche, bon, maintenant, on va essayer de prendre un peu de recul, voir comment ça arrive et essayer de le gérer au mieux, au jour le jour. Ouais. Voilà. Est-ce que tu avais une préférence entre le fait d'avoir une petite fille ou un petit garçon ? Aucune. Non, ça t'a jamais questionné Non. ce rapport-là ? Non, jamais eu de préférence. Ouais. Pourtant, j'ai eu que des frères, mais... Non, ça t'a pas fait... Parce que je me souviens plus si vous connaissiez le sexe d'Isée avant sa naissance. Oui. Ouais. Et Oui, quand tu as su que c'était une petite fille, ça t'a pas... J'ai trouvé ça très chouette. Ça aurait été un petit garçon, j'aurais aussi trouvé ça très chouette. Voilà. Mais c'est vrai que quand on est avant la naissance, en fait, il y a une très grande différence entre la mère qui porte l'enfant et le père qui est à côté. Parce qu'en fait, la maman, elle subit des changements considérables, que ce soit physique ou psychologique. Et c'est vrai que nous, à côté, tant que l'enfant n'est pas là, entre guillemets, on a plus de mal à concevoir qu'on va être père. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon ressenti. Louise nous disait qu'elle n'avait pas aimé sa grossesse, qu'elle n'aimait pas ça, être enceinte. Comment, toi, tu l'as vécu ? Parce qu'il y avait déjà les symptômes de dépression qui étaient là. Est-ce que tu as trouvé qu'il y avait un changement chez elle ? Et comment, toi, tu l'as vécu ? Moi, je ne l'ai pas très bien vécu parce que je voyais que Louise, elle n'allait pas très bien pendant certains moments. Et je me disais, je suis un peu désarmé face à cette situation. Je ne sais pas trop quoi faire, à part l'aider du mieux que je peux, être présent, la réconforter, la rassurer, tout ça. En fait, on ne sait pas trop quoi faire, c'est ça le truc. Ouais. On ne sait pas trop vers qui se tourner, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il y a des spécialistes qui peuvent nous aider, etc. C'était un peu ça le problème que j'ai rencontré, j'étais un peu désarmé. Voilà. Après, j'ai vu aussi que au niveau alimentation, tout ça partait dans tous les sens. Je voyais que ça allait pas, mais moi, je faisais du mieux que je pouvais avec les éléments que je connaissais à ce moment-là. Et voilà, j'aurais peut-être pu faire mieux, on peut toujours avec le recul faire, on peut tout faire, tu vois. On peut tout refaire. Mais je voyais que ça allait pas. Après, je pensais pas que ça allait aussi mal que ça. Ouais. Voilà, je pense que on peut sous-estimer aussi ça, et parce que aussi, Louise, elle voulait peut-être pas aussi tout partager, et elle voulait essayer de passer au-dessus de cette épreuve-là aussi seule sur certains moments. Donc voilà. Isée arrive. Oui. Le jour de la naissance. Comment tu le vis, toi, cet accouchement et l'arrivée d'Isée ? Alors l'accouchement, il s'est pas du tout passé comme c'était prévu, et c'est aussi ça qui a déclenché pas mal de choses aussi. C'est que moi je n'avais pas d'attente particulière entre guillemets. Je me suis dit, on est bien encadré, on est dans les services médicaux spécialisés, donc il y a aucun souci.
Louise, elle avait beaucoup d'attentes sur l'accouchement, sur comment il se déroulait, avec une sale nature, etc. Je pense qu'il y avait une grosse pression et un gros stress sur il faut que ça se déroule de cette manière-là, sinon c'est pas un accouchement réussi, c'est pas une arrivée d'enfant réussie. Ouais. Il y avait cette idée de réussite, en fait. Ouais. Elle avait beaucoup d'objectifs, entre guillemets, et d'attentes. Moi, j'en avais beaucoup moins. Et je me suis dit que si elle arrivait, que Louise s'en sortait en très bonne santé, que la petite fille serait en bonne santé aussi, que tout se passe bien, ce serait déjà top. Et j'avais pas d'attente particulière. Autre, je me suis dit, il faut que ça se passe bien, juste, c'est tout. Et ça s'est pas passé, justement, ça s'est mal passé. Il y a une césarienne d'urgence. Ça a duré longtemps. Louise, elle a beaucoup souffert. On est arrivé le jour de la naissance où, effectivement, Louise, elle était dans une situation où c'était pas une situation de pur bonheur, comme on peut l'imaginer. Ou le concevoir, donc c'était un petit peu spécial. Moi, donc Louise a accouché, elle est partie se reposer pendant 2 heures, donc elle n'avait pas pu voir sa fille aussi. Donc ça, c'était un vrai souci. Moi, du coup, j'ai pris ma fille dans les bras pendant ce temps-là, et c'est là où j'ai pris conscience que j'étais papa, et c'est là où effectivement on se dit ah oui, c'est ça. Qu'est-ce que je fais maintenant, sachant qu'en fait on vous donne le bébé, mais il n'y a pas le mode d'emploi. Non, il n'y a pas de mode d'emploi et c'est vrai qu'on n'est pas forcément très accompagné. Mais il n'y a personne qui reste un peu avec nous pour essayer de partager nos émotions, nos ressentis, les premiers gestes. Et après, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'en fait, ça se fait très naturellement et que tout, finalement, s'est enclenché naturellement. En tout cas, pour moi, dans l'accompagnement de notre petite fille, dans prendre soin d'elle, etc. Voilà. Par contre, pour ma femme, du coup, ça a été un très gros choc. La césarienne, le fait de ne pas pouvoir réaliser. Et je pense que ça a aussi enclenché ce qui s'est passé après. Oui, certainement. Ouais. Mais du coup, toi, tu as cette rencontre, un peu l'exclusivité de la rencontre. C'est vrai que sur un accouchement plus, je ne vais pas dire traditionnel, parce que ce n'est pas traditionnel, mais plus qui se passe bien, c'est les 2 parents qui font la rencontre. Toi, tu as fait cette rencontre-là en solo. Est-ce que tu as eu une vague d'amour ? Est-ce que tu es tombé un peu amoureux tout de suite de ta fille ou pas tout de suite ? Je dirais que je suis de plus en plus amoureux de ma fille et que ça, c'est pas forcément tomber amoureux, je dirais, au premier contact. C'est juste qu'on sent la petite vie qui est née, on sent le contact, on sent que c'est notre partage entre Louise et moi, c'est cette fusion qui a donné naissance à ça. Et c'est beau. J'aurais du mal à dire que c'est de l'amour. Oui, c'est de l'amour, c'est sûr. Être amoureux, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas... Non, c'est pas, oui. Voilà, c'est parce qu'on te parle souvent de ce moment où tu rencontres ton enfant et en fait, tu oublies tout et que c'est la rencontre qui te chamboule. Personnellement, j'en ai entendu parler, je ne l'ai jamais vécu, cette rencontre-là, comme ça, donc je ne sais pas. Mais donc, je voulais savoir si ça t'était arrivé. Non, moi, c'est plus progressif. Avec la découverte de la petite fille, ses sourires, ses comportements, ses petits gestes, ses petits bruits, tout ça, c'est ça qui m'a envoyé de l'amour. Et surtout le fait qu'on soit 3 à partager cette aventure, c'est ça qui m'a fait grandir et qui m'a donné ça. Mais je dirais pas qu'il y a eu un peu comme dans l'imaginaire des gens, je pense, c'est l'accouchement, moment de pur bonheur, grande photo sourire, etc. Tout va bien dans le meilleur du monde. Voilà, il n'y a pas de sang, il n'y a rien, il n'y a pas de larmes. Voilà, c'est pas la réalité. On est dans un hôpital, on a une blouse moche, l'environnement est plutôt moche, globalement. D'ailleurs, ça, je trouve, c'est un peu dommage de ne pas accueillir des enfants et les parents dans des beaux environnements, entre guillemets, que ce soit des jolies maisons de naissance ou des choses comme ça, plutôt que dans des hôpitaux aux lumières un peu blafardes, voilà, et aux murs blancs avec des bip-bip qui sonnent autour. Donc ça, je trouve ça dommage. Après, on a quand même des super équipes médicales. Mais bien sûr. Et c'est nécessaire dans certains cas. Enfin, je veux dire. Nous, ça l'a été. Voilà. Ouais. Comment vous vivez vos débuts de parents, les débuts de la parentalité? Est-ce que vous aviez déjà réfléchi un petit peu à comment ça allait s'organiser en termes techniques, entre guillemets, sur le partage? Est-ce que toi, tu as arrêté de travailler? Moi, j'ai pris mes 11 jours de congé paternité dès la naissance. Ouais. Et ça, pour moi, c'était indispensable parce que je voulais pas rater ces moments-là. Et puis, évidemment, il fallait je voulais absolument aider Louise parce que je sais que les premières semaines, les premiers mois, c'est plus difficile. Je m'en doutais. Donc, c'est ce que j'ai fait. On a réussi à se partager, entre guillemets, les tâches comme on pouvait. Malheureusement, l'allaitement s'est mal passé. Voilà, Louise, elle n'a pas très bien vécu ces moments-là. Moi, je faisais ce que je pouvais pour aider, mais bon, pareil, on se sent un peu démuni. Et puis surtout, 11 jours, c'est beaucoup trop court. Donc ça, c'était vraiment, c'est vraiment le plus grand regret, c'est de ne pas pouvoir prendre plus. Et en plus,
Moi, j'ai changé de travail à ce moment-là. J'étais en période d'essai. J'avais des contraintes parce que je ne travaillais pas sur l'île. Donc, je faisais des retours en TGV. Donc, tout ça faisait qu'en fait, après les 11 jours, c'est Louise qui a pris en charge, entre guillemets, la vie quotidienne. Et c'était terrible parce que du coup, moi, j'étais loin. Je rentrais tard. Je ne voyais pas ma fille. Voilà, et toute la charge mentale, toute la charge quotidienne allait sur ma femme. Et ça, aujourd'hui, ils ont rallongé le congé. Voilà, ça vient d'être mis en place il y a quelques semaines. C'est génial. Moi, je trouve toujours pas assez. Parce que je pense que voilà, il faudrait passer 6 mois entre guillemets avec les premiers moments pour avoir un équilibre et puis pour que chacun puisse trouver sa place. Donc ça, c'était le premier frein, c'est que voilà, c'était trop court. Et puis ensuite, moi, j'ai changé de travail. Donc il y a pas mal de facteurs qui ont fait que du coup, sur Louise, il y a beaucoup de choses qui se sont reposées. Et je pense que ça n'a pas aidé dans la suite des événements. Ouais, tu m'étonnes. À ce moment-là, du coup, elle a dû se sentir, la pauvre, complètement submergée, surtout qu'elle ne le vivait pas bien. À quel moment tu t'es rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait vraiment pas ? Assez rapidement, parce qu'il y avait des fois où elle se mettait à pleurer, où elle se mettait à dire ça va pas, et en fait je comprenais pas. Je me disais mais qu'est-ce qui va pas? Iselle est en bonne santé, toi tu es en bonne santé, on n'a pas de problème matériel. C'était sur le plan technique en fait que tu voyais les choses où tout va bien. Voilà, et c'était un peu trop technique peut-être justement, mais je disais qu'est-ce qui peut pas aller? Bon, il y a des chutes d'hormones, etc. Donc je me disais bon, au début c'est normal, mais c'est vrai qu'au bout de 3 semaines, 1 mois, 2 mois, quand on voit que ça va toujours pas, là, je me suis quand même inquiété. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai pas eu le réflexe d'aller me dire, il faut je l'accompagne chez un spécialiste, il faut que je l'aide là-dessus, dans cette démarche. Et j'ai pas eu ce réflexe-là. Moi, j'ai pensé qu'en étant plus présent, en essayant de plus m'impliquer, je pourrais renverser la vapeur. Et c'était pas le cas. Après, bon, j'ai rechangé de travail, j'ai pu avoir un peu plus de flexibilité, j'ai pu être plus présent, etc. Mais ça a quand même pris plusieurs mois. Ouais. Et c'était les premiers mois qui étaient cruciaux. Donc, c'était plusieurs choses qui se sont agrégées. Et Louise, elle a beau être très forte, c'est ce moment-là, ça allait pas, quoi. Voilà. Ouais, ça allait pas. Elle nous racontait justement, dans les épisodes qu'on a enregistrés, il y a eu un événement qui a fait qu'elle a complètement vrillé. Isée devait avoir 3-4 mois apparemment, où l'annonce d'une naissance l'a fait complètement vriller, où elle est partie un petit peu où elle a hurlé, elle a dit que c'était pas comme ça que ça devait se passer. Comment tu l'as vécu, toi, ça ? Moi, c'est difficile de constater, d'être devant les faits, de voir Louise comme ça, parce que pour moi, le recul que j'ai, et je suis un peu, je dirais, cartésien, mais effectivement, elle voyait des gens avoir des enfants et que tout se passait bien, et en gros, c'était un peu comme la love story d'Instagram. Ouais. Et c'est vrai qu'elle, du coup, ça la faisait partir dans des situations de pleurs et me dire pourquoi moi j'ai pas eu ça, pourquoi les autres ils ont ça, alors qu'elle c'est une méchante personne, c'est pas une bonne personne, moi je suis quand même quelqu'un de bien, c'est pas normal et tout ça. Et c'est là où ça vrillait. Et moi je me disais mais on peut pas se projeter comme ça, et puis chaque situation est différente, et puis nous regarde, tout va bien, la petite va bien, toi tu vas bien. C'est pas parce que l'accouchement s'est mal passé que c'était pas exactement comme on l'imaginait, qu'aujourd'hui ça peut pas être bien, etc. Mais je pense pas que ce soit les bons arguments, et je pense pas que c'était ce qu'il fallait apporter comme réponse. Mais c'est comme ça, moi je l'ai vécu, et je me disais mais pourquoi on va regarder toujours ailleurs ce qui se passe, alors qu'il suffit juste de profiter de nos moments, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, mais elle était dans une phase où la dépression postpartum prenait toute la place, en fait, finalement. À un moment, elle a commencé quand elle a complètement vrillé et qu'elle a commencé à comprendre que c'était une maladie. En fait, elle nous disait dans des épisodes, et pour en avoir discuté aussi après avec elle, que à un moment, elle était comme plus là, en fait. Qu'elle était plus là et que, elle n'avait pas vraiment tissé de lien avec sa fille. Oui. Toi, du coup, tu as dû prendre le relais à ce moment-là. Ou toi, tu as tissé des liens plus fusionnels avec ta fille, ou ta fille, peut-être, allait plus facilement vers toi que vers elle. Comment tu l'as vécu, toi, ces moments-là ? Alors, bien et pas bien, parce que effectivement, sur les premiers mois, c'est elle qui a tout pris en charge. Donc, elle a pris en charge Isée, mais de manière technique, on va dire. C'est-à-dire qu'elle s'occupait très bien d'elle, de tous ses besoins, etc. Donc, elle la connaissait beaucoup mieux que moi, évidemment, parce que moi, j'étais pas très présent. Elle était là au quotidien pour ma fille. Mais c'est vrai qu'elle avait ce détachement en se disant je mérite pas d'être mère, tout ce qui s'est passé c'était pas comme je le voulais, donc un peu un détachement complet entre guillemets, et cet amour maternel qui venait pas en fait, qui se déclenchait pas, et ce que je comprends très bien aujourd'hui avec le recul. Ouais. Mais sur le coup je le comprenais pas. C'est vrai qu'elle était très détachée pendant les premiers mois, et après moi je suis arrivé, j'avais plus de temps du coup pour passer avec ma fille des moments.
Et on s'est rapproché avec ma fille. C'est vrai qu'en plus, comme je travaillais et que je rentrais, j'avais entre guillemets des moments cool avec ma fille en plus. Et donc c'est vrai que la nuit, c'est moi qui me levais aussi pour prendre le relais parce que Louise a été très fatiguée aussi. Et cette dépression, ça fatigue énormément aussi. Donc ma fille m'appelait toutes les nuits, c'était moi qui l'appelais. Le matin, c'est moi qui l'appelais. Elle faisait toujours papa, papa. Et c'est vrai que ça faisait mal au cœur à Louise. Et moi, je ne comprenais pas non plus pourquoi elle m'appelait que moi, sachant que c'était Louise qui s'en était extrêmement bien occupée et qui s'en occupait toujours très bien. Voilà, donc il y a eu un peu cette distorsion. Et Salomon Martinel, il est revenu avec les spécialistes qu'elle a pu rencontrer, qui l'ont aidé. Et il est revenu aujourd'hui, il a grandi et je trouve qu'il a un top niveau aujourd'hui. Ouais. Pareil pour l'amour paternel aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça a pris du temps avant que la relation se crée. Et je pense, il y a beaucoup de gens qui disent que si on n'a pas le lien maternel dès le début, ça brise quelque chose entre l'enfant et la mère. Je sais pas dire, j'en suis pas convaincu. Parce qu'il y a quand même ce lien unique qui est inné, qui s'invente pas, qui se crée pas. Il est là, le lien, en fait. Hein. Ça se sent. Et c'est juste que ça a pris un peu de retard à l'allumage, je dirais. Ouais. Voilà. Et toi, en tant que père, tu vis une paternité peut-être un peu plus... Est-ce que tu as senti que tu vivais une paternité un peu plus solo et moins en duo? Oui et non, parce qu'effectivement, on se sent plus... Je me sentais pas à trois, entre guillemets, dans la famille, en fait. Je sentais que Louise était en retrait, je la voyais qu'elle allait pas bien et tout ça. Donc, oui et non, je dirais moitié solo, quoi. Parce que non, Louise était quand même là. Ouais, bien sûr. On partageait quand même pas mal de moments, on essayait de passer des bons moments ensemble et tout. Non, je dirais pas complètement solo. Mais oui, il y avait un bout de Louise qui était pas là. Ouais. Voilà. Est-ce que tu dirais que tu as surinvesti du coup ta relation avec ta fille pour compenser ou pour autre chose? Alors, je me suis surinvesti, on se serait investi toujours pour sa fille, surtout quand c'est les débuts, les premiers mois, les premières années. Mais j'ai jamais oublié dans un coin de ma tête que dans une famille, on est d'abord un couple et que si on met de côté son couple, il y a de fortes chances que plus tard, ça a de gros impacts sur la famille, sur le couple et sur la manière aussi dont l'enfant ressent la fusion entre ses parents. Voilà. Moi, j'ai toujours considéré qu'il fallait toujours faire attention à son conjoint, être bien d'abord soi-même, avec son conjoint et ensuite avec ses enfants. Ouais. Parce que si on n'est pas bien dans ce sens-là, je pense que c'est plus difficile de gérer sa vie. Ouais, voilà. Non, mais complètement. Mais ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas en tête et je le vois autour de moi, des parents, que ce soit des mamans ou des papas, hein, qui tout d'un coup oublient leur conjoint ou mettent de côté des choses. Ou s'oublient eux-mêmes. Et puis après, ça a les conséquences que ça a et ça peut aller jusqu'à des drames familiaux. Ouais, donc ça, j'ai jamais oublié. Et après, s'oublier soi-même, ça, j'ai eu tendance quand même à le faire pendant longtemps. Et ça, c'est aussi un conseil, je pense, qu'on donne pas assez souvent aux parents, que ce soit les mamans ou les papas, c'est prendre du temps pour soi. Et moi, j'ai pas vu aussi que Louise, elle avait besoin de temps pour elle. Et ça, je pense, si j'avais pu comprendre ça très vite, j'aurais pris des moments pour elle ou qu'elle puisse faire des choses de son côté, rien que faire des coupures, prendre du temps pour soi. Et je pense que ça l'aurait beaucoup aidé, quoi. Et même aujourd'hui, 3 ans, voilà, Isée va avoir 3 ans. Aujourd'hui, on est quand même beaucoup dans les échanges et dans la discussion en disant là, j'ai besoin de temps pour moi. Est-ce que tu peux me consacrer Est-ce que tu peux prendre en charge Isée? Là, j'aurais besoin d'un week-end entre copines. Moi, j'ai envie d'aller faire des photos. Est-ce que tu peux me prendre 2 heures voilà. Et ça, on le fait beaucoup plus aujourd'hui. Je pense qu'on le faisait pas au début et c'est aussi la résultante de cette situation. Ouais. Voilà, et de ce qui s'est passé. Tu nous disais au début que tu n'avais pas eu ce désir de paternité, que pour toi, tu ne voulais pas d'enfant. Est-ce que cet épisode de dépression, à un moment, t'a fait regretter de t'être lancé dans la paternité? Non, j'ai jamais regretté de m'être lancé parce que je savais qu'avec Louis, ce serait fantastique. Je me suis juste posé la question à un moment de me dire, est-ce que son état, il va revenir un jour, entre guillemets, est-ce que je vais revenir je vais re-rencontrer la Louise que je connais, ou est-ce qu'elle va rester dans cette situation un peu dramatique pour elle, quoi. Ouais. Et en me disant, mais moi à côté, je pédale dans le vide sans savoir quoi faire, quoi. Voilà. Et je me suis dit, non, elle est forte, elle est solide, c'est quelqu'un qui lâche rien. Elle a toujours dans sa vie su la gérer au mieux, elle sait rebondir, elle sait prendre les choses en main. Et c'est une personnalité incroyable. Et je pense que je me suis au fond de moi, et j'en étais convaincu, je me suis dit, c'est temporaire, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais il faut que ça tienne. Voilà. Ouais. Et il faut que ça dure, et elle va s'en sortir. Voilà. Est-ce que tu as eu peur de la perdre quand même à un moment? Oui, plus d'une fois, oui. Ouais. Je me suis dit, si... Elle va complètement craquer, elle va partir, elle va plus supporter la situation. Voilà. Donc, oui, ça m'est arrivé. Ouais. Est-ce que tu te préparais à cette éventualité ou tu mettais ces idées-là de côté à chaque fois? Non, je ne les mettais pas de côté. Je me disais juste, allez, tiens, on va y arriver.
prends sur toi, essaie de la rassurer, sois confiant en l'avenir. Voilà, ça peut arriver. Le problème, en fait, c'est que autour de nous, les gens, ils parlent jamais de leurs problèmes, en fait. Ouais. Globalement, leur couple, tout va bien jusqu'au jour où on apprend qu'ils divorcent ou machin, ou qu'il y a tel problème ou tel. Les gens sont quand même assez, on va dire, sélectifs dans leur communication. Et moi, c'est vrai que, par exemple, au travail, ça m'arrive souvent de parler des problèmes qu'on peut avoir, ou même avec Isée. Et des fois, j'ai des réflexions en me disant, ah oui, tu parles que des choses négatives. Et je dis non, je vous parle aussi des choses incroyables. Vous retenez que le négatif. Et parce que je ne veux pas non plus vous faire croire, et notamment parce que j'ai des collègues, par exemple, qui vont être futurs papas ou qui aimeraient l'être, et qui pensent que c'est juste une aventure hyper facile, où il ne se passe rien. Ouais. Voilà. Et en gros, c'est comme un électrocardiogramme, où en gros, c'est une ligne droite, et voilà. Et que c'est une suite logique des choses, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est une suite logique. On est en couple, on a un enfant, on achète une voiture, on achète une maison en banlieue, on a un chien, ou un truc comme ça. Voilà. Et en fait, c'est pas ça. Et c'est une erreur de se dire c'est linéaire, c'est normal, c'est la logique des choses, etc. C'est pas la logique des choses, c'est un souhait. Nous, Isée, on l'a voulu. On avait un vrai projet de vie. Et il y a plein de gens. Et j'espère que les gens se posent les bonnes questions et que c'est pas juste avoir des enfants parce que les gens, la société montre que c'est bien d'avoir 1 ou 2 enfants, etc. Et je connais des gens aussi qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants, qui aujourd'hui ont 40, 50 ans, qui n'ont jamais de regrets. Et voilà, chacun est différent. Et c'est pas parce que nous, on a des enfants que tout le monde va en avoir ou aimera en avoir, etc. Oui, bien sûr. Voilà. Et moi, je comprends totalement la situation. En fait, oui, c'est vrai. Et c'est important ce que tu dis, hein, c'est que la parentalité, c'est pas quelque chose d'inné. C'est ce qu'on me dit, c'est que c'est naturel et que c'est instinctif, mais moi, je le crois pas. Je pense que vraiment, ça devrait se réfléchir comme un projet, en fait, comme avec toutes les conséquences. Tu sais, quand tu achètes une maison, quand tu as un nouveau job, tu fais toujours le pour et le contre, et tu vois toujours l'aspect positif et négatif, et tu fais la balance et tu prends ta décision en fonction. Je pense qu'en fait, avec les enfants, ça devrait être pareil, en fait. Tu peux pas tout savoir, tu peux pas savoir tout ce qui va se passer. Clairement, par exemple, tu pouvais pas anticiper la dépression de Louise, tu vois, c'est pas quelque chose que tu pouvais imaginer. Mais je pense vraiment que qu'on devrait tous, à un moment, se poser, écouter, ou alors poser les questions et les bonnes questions, et dire aussi ce qui se passe vraiment, tu as raison sur la communication, pour qu'on puisse prendre cette décision en connaissance de cause. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on te dit beaucoup, moi c'est une phrase que j'ai beaucoup entendue, que je déteste en fait, c'est de avoir un enfant, oui, la grossesse, oui c'est cool, l'accouchement c'est difficile, mais une fois que tu as ton bébé dans les bras, t'oublies tout, comme si c'était facile. En fait, ce qu'on te dit pas, c'est que la grossesse, ça peut être compliqué, mais ça dure 9 mois. L'accouchement, ça peut être compliqué, mais c'est un petit laps de temps. Seulement, le reste, en fait, c'est toute la vie. Et ce reste de toute la vie, on te dit pas assez que c'est difficile et que c'est des hauts et des bas. Bien sûr qu'il y a énormément de bonheur, mais ça, tout le monde le sait, en fait. Et je pense qu'on n'a pas forcément besoin de revenir dessus. C'est qu'on a tous bien conscience que la parentalité, c'est énormément de moments de bonheur, mais c'est aussi énormément de moments de détresse, de tristesse, de remise en question. Ça chamboule à peu près tout ton être, en fait, finalement, et ça, on te le dit pas. Et je trouve que c'est dommage. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est, parce qu'on parle de Louise, de sa dépression, de à quel point ça l'a changé, à quel point, toi, ça t'a changé de devenir père ? Je pense que déjà, j'ai grandi intérieurement. Et surtout, en fait, c'est à travers aussi, et ça, je tire aussi mon chapeau à Louise, parce que c'est aussi à travers elle, sa dépression, son accompagnement dans cette remontée de la pente, et ensuite le coaching personnel, le développement personnel qu'elle a suivi. C'est toute cette trajectoire où moi j'ai été emporté dans cette trajectoire de développement, de mieux-être, de remise en question, de questionnement sur soi-même, etc. Tous ces changements, en fait, ils ont été portés, on les a portés ensemble, elle, de manière directe, parce que c'est elle qui menait le coaching, qui pour elle, qui grandissait elle-même, qui arrivait à résoudre ses problèmes, à traiter des vieux dossiers, parce que souvent, ce qui ressort dans la dépression, c'est des dossiers anciens, c'est l'enfance, la relation à sa mère ou à son père, etc. Elle a réussi à grandir là-dedans, et moi finalement j'ai été aspiré et je me suis remis en question aussi sur plein de sujets, et elle le voyait pas forcément parce que moi je communique moins qu'elle et je suis moins dans ces sujets de développement personnel et de coaching et tout ça, mais je l'ai vu que j'avais grandi là-dedans, et c'est comme ça que ça m'a changé en mieux. Et j'ai aussi mûri, c'est-à-dire que avant j'étais un petit peu dans l'égoïsme, en me disant que les priorités c'était moi, et là je me dis qu'en fait c'est génial de partager des choses, de consacrer du temps à sa famille, d'être moins dans le travail aussi du mieux que je le peux, parce que on a les contraintes professionnelles qu'on a. Je l'envisageais pas du tout comme ça en fait au début. Je me disais en fait c'est tellement important, il faut se donner les moyens, et je suis à 200% par exemple plus efficace. On est plus efficace parce qu'on sait qu'on va retrouver sa famille le soir, on va passer un bon moment le week-end avec sa fille, et puis on a envie
de se dépasser pour qu'on ait un bon environnement de vie, un bon cadre de vie, et pour aussi, en même temps, passer des moments tous les deux solo, quand on le peut. Bon, nous, on n'en a pas eu beaucoup, malheureusement, 3 ans, parce que la vie est comme ça et notre environnement familial est comme ça. Mais en tout cas, moi, c'était ces changements-là qui m'ont permis de me développer, de me remettre en question aussi. Hein. Alors, je leur dis, je ne partage pas forcément ça, mais le nombre de fois où dans le TGV, je pensais à des choses, je réfléchissais, je me notais des choses dans un petit cahier. Voilà. Il y a plein de choses que les gens ne savent pas forcément, ou même Louise ne sait pas forcément. Elle saura aujourd'hui. Oui, mais voilà, c'est comme noter. Moi, j'ai noté sur un petit cahier plein de choses sur des anecdotes de ma petite fille. Et puis un jour, je lui ai montré. Et je lui ai dit, regarde tout ce que j'ai noté. Et elle a trouvé ça trop chouette. Et voilà, et c'est ces choses-là qui jouent. Ouais. Voilà. Est-ce que, avant de devenir père, tu avais une idée précise de qui tu allais être en tant que père ? Oui et non, parce qu'en fait, on a une petite fille, voilà, chaque enfant a son caractère, sa personnalité, donc on l'accompagne, je pense, différemment selon le profil. Moi, j'avais une idée de ce que je voulais pas, en tout cas, parce que on a tous les modèles parentaux, évidemment, et on sait quelles sont les choses qu'on n'a pas trop appréciées dans notre enfance, par exemple. Moi, j'avais un père qui était très aimant, qui adorait les enfants, qui a toujours vécu pour ses enfants, et une maman qui était un petit peu plus détachée. Voilà, mon père est mort très jeune, on va dire. Il n'a pas eu la chance de connaître notre fille. Ça aussi, ça remet en cause pas mal de choses. On réfléchit différemment. Moi, par exemple, c'est vrai que ça m'a beaucoup impacté. J'essaye de travailler encore aujourd'hui dessus, mais sur la durée de vie. Vous voyez, tout est chronométré. En gros, c'est un peu comme si on avait un chronomètre au-dessus de la tête et on se disait, il y a une durée de vie limitée. Attention, péremption, la fin de vie s'arrête là. Et ça, c'est extrêmement difficile à gérer parce que du coup, ça veut dire que dans sa vie quotidienne, on est toujours dans une période de stress où il faut faire les choses vite et parce qu'on se dit qu'on a un temps limité. Donc ça, par exemple, c'est mon expérience, c'est pas la vie de tout le monde, c'est ma vie à moi. Il y a ça qui joue et il y a les faits qu'on sait que sur ce côté-là, on aurait accompagné l'enfant différemment. Par exemple, moi, je passe beaucoup de temps à jouer avec Isée, je passe beaucoup de temps à l'accompagner, à lui montrer des choses. Moi, j'ai quelques regrets, je peux en citer 2-3. Par exemple, mon papa était très bricoleur. Et ils ont construit leur propre maison eux-mêmes, par les fondations, on va dire. C'est incroyable. Il ne m'a jamais appris à planter un clou ou à utiliser un tournevis. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est terrible. Ma mère est allemande. Elle ne nous a jamais parlé en allemand. Je ne connais pas l'allemand. Voilà, si j'avais été dans cette situation-là, j'aurais appris à mes enfants l'allemand. J'aurais appris à bricoler. Pareil, j'essaie d'écouter au maximum Isée, dans la limite aussi de nos souhaits à nous, et de nos besoins et de nos contraintes. Mais si elle veut aller à la plage, par exemple, moi j'adore la plage. Par exemple, je sais qu'avec des fois, mes parents, ils voulaient pas y aller 2 fois d'affilée un week-end. Mais quel dommage, juste pour dire qu'il faut pas consommer d'essence pendant 2 jours ou des trucs comme ça. Je me dis, mais voilà, ça c'est des changements de raisonnement. Je me dis, non, faut profiter de la vie, faut écouter les plaisirs de la vie, ce que veut aussi ma petite fille, ce qu'elle souhaite, parce que c'est pas juste je veux et donc on l'exécute. Mais en tout cas, essayer de partager un maximum de choses avec elle, de l'accompagner dans les découvertes, de lui faire découvrir un maximum de choses, et surtout qu'elle soit le plus autonome possible, la plus jeune possible, parce que je trouve que une petite fille et un petit garçon serait la même chose. Elle grandit tellement vite que l'accompagner, lui faire découvrir des choses et la rendre autonome, c'est peut-être le plus beau cadeau qu'on peut lui faire, et surtout en lui donnant confiance en elle, en la rassurant, en étant toujours présent pour elle, voilà, et en lui montrant qu'on a plein d'amour pour elle. Voilà. Ouais, c'est beau. Aujourd'hui, Louise est sortie de sa dépression. On en a fait un épisode d'ailleurs. La famille Louisati est très bankable sur Prenons un café. Mais on en a fait un épisode, elle en est sortie. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre relation ? Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre couple, mais dans votre couple parental aussi ? Alors oui, parce que le changement, il a été important, très important pour elle. Et du coup, par ricochet, ça a aussi un impact sur moi. Puis moi, c'est vrai que j'absorbe pas mal le ressenti de Louise. C'est-à-dire quand elle va pas bien, moi je vais pas forcément bien non plus. Alors j'essaie de me détacher de ce raisonnement aujourd'hui parce que c'est pas forcément quelque chose de génial, et puis c'est important d'avoir aussi sa personnalité, d'être à part, etc. et de pouvoir se détacher. Mais c'est vrai que je l'avais très mal vécu, et aujourd'hui je vois qu'elle va mieux et ça se ressent aujourd'hui dans notre relation. Après, ça a eu des conséquences parce que du coup elle a remis en cause pas mal de choses, il y a pas mal de choses qui ont changé, et c'est aussi ça qui nous a poussé à faire un coaching de couple. Voilà, il y a plein de gens aussi et moi le premier, je me disais, un coaching de couple, c'est vraiment quand on est au bord du précipice, pour des gens qui ont des problèmes parce qu'ils sont mal trouvés, ou parce que, je sais pas, ils ont eu des enfants alors qu'ils n'en voulaient pas, ou parce que, des trajectoires de vie différentes, je sais pas. Je disais, ça c'était un peu l'échec pour moi de faire un coaching. Ouais, je vais y aller comme ça. Et en fait, pas du tout, parce qu'on a eu une super coach, on a dit des choses qu'on se serait, je pense, jamais dit s'il n'y avait pas eu un tiers neutre qui nous avait accompagnés dans le changement. Et ça vaut clairement l'investissement pour sauver un couple. Voilà. Et parce que des fois, on arrive
à des interprétations de l'un et l'autre qui sont pas les bonnes. On a des sujets qui bloquent et en fait on pense que c'est ça qui bloque, en fait c'est pas ça. Et c'est hyper important d'avoir des ballons, entre guillemets, de crever le ballon qui nous empêche de nous réunir, par exemple. Ouais. Voilà. Et ça, le coaching de couple, je recommande clairement si un jour on voit que ça va pas, ou même avant que ça aille pas. Voilà. Pas forcément attendre que d'être au bord du... Exactement. De se dire, il faut qu'on se fasse accompagner parce que là, on n'arrive plus à communiquer de la bonne manière. Il y a des sujets qui sont trop importants. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on soit aidé parce qu'on ne sait pas comment les aborder. Il y a des spécialistes, c'est comme les thérapies, c'est comme les spécialistes que Louise a pu voir. Ouais, les psychologues, les psychothérapeutes. Enfin, il y a plein de spécialités en fonction de ce dont on a besoin. Hein. Et moi, je ne peux pas remplacer ces gens-là. Et puis Louise, elle leur dit pas la même chose que moi. Donc, il y a des choses qui sont indispensables et qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Donc, je dis, allez-y, s'il y a un problème, même avant qu'il y ait des problèmes, essayez de vous faire accompagner du mieux. Choisissez bien le spécialiste, demandez autour de vous. Changez si ça ne va pas. Voilà, c'est changez. Important aussi. Il ne faut pas hésiter. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, si ce n'est pas la bonne personne, il faut changer. Et voilà, et allez-y, attendez pas que les choses arrivent à un niveau de maturité trop important. Et puis surtout, ça permet de vraiment de ressortir mieux et d'être mieux dans votre couple, mieux dans votre vie de famille et d'être plus serein. Quoi. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as pensé un moment à partir ? Ça m'est arrivé d'avoir l'idée qui me traverse l'esprit. Et je me suis dit, non mais c'est pas possible, on n'a pas pu construire tout ça, parce qu'en plus, Louise en a parlé, mais on a eu pas mal d'épreuves, et des épreuves aussi qui ont été enclenchées par moi, hein, donc on a tous une part de responsabilité là-dedans, et moi je l'assume aujourd'hui, et voilà, j'ai des regrets, et j'essaie aujourd'hui de faire en sorte que ça marche du mieux qu'on le puisse. Mais on a eu pas mal d'épreuves pendant 10 ans, presque 10 ans de vie commune, donc des hauts et des bas. Et je me suis dit, c'est quand même dommage parce que c'est une personne qui est incroyable. On est incroyables tous les deux, on est incroyables à 3. C'est dommage de ne pas faire d'efforts pour y arriver. Quoi. Voilà. Ouais. Et c'est pour ça qu'on est passé par le coaching de couple, c'est pour ça aussi qu'on a énormément discuté, qu'on a énormément communiqué. Et que moi, j'ai compris aussi l'importance de la communication parce que je suis quelqu'un de très quand même réservé. En termes d'émotion, moi, j'ai une éducation, je ne savais pas sans sentiment, sans émotion, mais ma mère, voilà, elle est très froide. Hein. On ne s'embrasse pas dans la famille, on ne se fait pas des gros câlins, on ne s'est jamais dit je t'aime, ni mon père, ni ma mère. Il y a beaucoup de situations qui font aussi qu'aujourd'hui, moi j'ai une personnalité qui n'est pas celle de Louise, et c'est pas facile à changer. Hein. Donc même si on sait qu'il y a des choses à changer, voilà. Et donc j'essaye aujourd'hui, en tout cas, d'être une meilleure personne et d'éviter ces écueils-là. Et voilà, et aujourd'hui je pense qu'on est passé à travers les plus grosses étapes. L'orage est passé, et le ciel bleu, je trouve qu'il est bien bleu. Il y a toujours des nuages qui passent à droite à gauche. On est en juillet à Lille quand même, c'est pas si bleu. Voilà, là, on est plus en mode inondation que autre chose. Mais en tout cas, c'est ça qu'aujourd'hui que je veux. Et puis, on sait la vie qu'on a envie, on a des projets super. On sait qu'on a quand même eu 10 ans de chouette vie et plein de beaux souvenirs. Donc voilà, si on sait que c'est avec la bonne personne, voilà, il faut... Moi, Louise, pour l'anecdote, elle a déjà raconté, mais quand on s'est rencontrés, en gros, le lendemain, elle savait que moi, j'étais la personne de sa vie, l'homme de sa vie. Moi, c'est pas le cas. Je ne savais pas à ce moment-là, parce qu'il me faut du recul, parce que je suis cartésien, parce que voilà. Mais je l'ai su, voilà, quelques moments clés qui m'ont fait ça, comprendre que c'était ça. Et c'est pour ça que j'ai eu envie aussi qu'on se marie, parce que moi, j'étais aussi anti-mariage. Hein. Ah ouais ? Ouais, anti-enfant, anti-mariage. Et pourtant, je me suis dit, mais quelle belle aventure, ce serait tellement dommage qu'on ne partage pas cet amour avec nos amis et notre famille, nos proches, et qu'on fasse quelque chose qui nous ressemble, encore une fois. Voilà. Donc voilà, mais accrochez-vous, si vous savez que c'est la bonne personne, qu'il faut faire les efforts, faites les efforts parce que ça coûte, hein, c'est un investissement personnel, c'est un investissement financier, c'est un investissement sur le long terme. Et surtout, c'est difficile de se remettre en cause en permanence, entre guillemets. Mais faites-le. Et puis après, si malheureusement... ces échanges, ces communications, ces coachings, ça aboutit sur des constats, pas d'échec, mais d'incompatibilité. J'ai envie de dire aussi, des fois, la meilleure solution, c'est de se séparer. Hein. C'est triste à dire, mais... Ouais, mais c'est pas grave, en fait. Parfois, c'est une meilleure solution, voilà. en fait. Enfin, même pour... j'ai fait un épisode sur Prenons un café sur ça, où justement, on parlait de la séparation qui, dans certains cas, est plus bénéfique pour tout le monde, en fait. Pour la famille, pour les enfants, pour le couple, qui n'est plus un couple. Plutôt que se déchirer de rester pour les enfants ou pour d'autres raisons qui sont pas... je pars du principe qu'on reste en couple, pour la personne avec qui on est et pas pour ce qu'on a construit. Parce qu'en fait, ce qu'on construit, c'est pas immuable. On n'est pas obligé de le garder toute la vie. C'est pas parce qu'aujourd'hui, on est à un endroit T, à un instant T, dans une vie telle
qu'on est obligé de la garder toute la vie, en fait. C'est pas grave et c'est pas un problème. Ouais. Moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu envisages un deuxième enfant ? Est-ce que tu en as envie ? Alors, c'est un sujet de discussion entre Louise et moi. Et moi, aujourd'hui, j'en ai pas l'envie. J'en ai parlé à Louise, on en a parlé, parce que je suis très heureux, en fait, avec ma petite fille. Et je trouve qu'on a réussi à retrouver un équilibre qu'on avait un peu perdu avec la dépression postpartum, avec mes changements de travail, etc. Enfin, tous les chamboulements qu'amène un enfant. Et je trouve qu'on avait un peu perdu, on s'était un peu perdu de vue, on va dire. Et c'est un peu fort comme terme, mais je dirais qu'on s'est retrouvés, qu'aujourd'hui on a réussi à trouver une balance qui est super. Et en fait, j'ai une jauge d'amour qui est pleine. Alors il y a des gens qui diront, bah oui, un deuxième enfant, c'est de l'amour en plus, c'est 100% en plus, tout ça. Peut-être, mais dans ce cas-là, pourquoi pas 3, 4, 5 enfants, je veux dire, chacun a ses envies. Et moi, c'est vrai que je trouve qu'on a cette équipe qui est top. Et je n'éprouve pas le besoin d'avoir un deuxième enfant. Et je trouve qu'il y a un truc qui est magique avec un premier enfant, c'est qu'on lui fait découvrir des choses pour la première fois. On lui fait découvrir les odeurs, les couleurs, les animaux, la mer, tout. En fait, tout est une première fois. Et c'est magique. Et je trouve que si avoir un deuxième enfant, il n'y aura plus cette magie parce qu'on sait comment c'est d'avoir un enfant. On sait comment c'est de l'accompagner, de l'avoir marcher à quatre pattes, marcher... tout court, tout ça, et il y aura plus cette petite étincelle, je trouve. Et voilà, et c'est un avis qui est très personnel, et c'est évidemment à discuter, c'est un sujet de conjoint, de couple. Bien sûr. Et voilà, mais je trouve que c'est génial. Et puis je trouve qu'en termes logistiques aussi, c'est un ressenti personnel, c'est que quand on voyage, quand on est, on va quelque part, quand on est deux à s'occuper d'un enfant, mais s'il y en a un aussi qui a besoin de temps pour soi, ou un pépin ou quoi que ce soit, et on est plus à même de s'occuper d'un enfant que de deux. Et mécaniquement, en supériorité numérique, quoi. Voilà, exactement. Il y a des gens qui disent on s'organise, ça se fait bien. Oui, évidemment, ça se fait toujours. Quand c'est un choix. Quand c'est un choix et que c'est voulu, mais moi, c'est pas un choix que je privilégie aujourd'hui. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Raphaël, pour cet échange, pour ton honnêteté, pour ta transparence. Je pense que c'est un épisode qui va aider pas mal de conjoints, de conjointes aussi, qui traverseraient cette épreuve de couple, parce que c'en est une. C'est une vraie épreuve, que ce soit de la dépression postpartum ou de la dépression hors parentalité ou hors postpartum, enfin, je veux dire. C'est compliqué. Merci d'avoir été aussi transparent, d'avoir été aussi sincère. C'était un très chouette moment et que j'ai beaucoup apprécié. Merci Elise. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié ce moment. Et je pense que c'est important de partager des sujets en toute transparence et de dire ce qu'on ressent, parce qu'il y a plein de gens qui n'en parlent pas. Et voilà. Et en tout cas, moi, j'ai la chance d'être avec une maman entrepreneuse, courageuse, ambitieuse, aimante. Et voilà, c'est une personne incroyable à qui je partage la vie. Et je souhaite en tout cas à tout le monde d'avoir la même chose. Parce que moi j'ai beaucoup de chance, et puis n'hésitez pas à partager autour de vous tous ces sujets-là, autour de podcasts, mais autour aussi en famille, entre amis, en couple. Voilà, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment super de pouvoir partager ça. Voilà, merci en tout cas de m'avoir fait partager ça avec tes suiveurs, mes auditeurs, tes auditeurs. Voilà. Merci beaucoup, puis à bientôt. Merci. J'espère que ce nouvel épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à mettre en avant le podcast. Tu peux aussi partager l'épisode sur tes réseaux sociaux, en parler autour de toi, bref, faire en sorte que Prenons un café soit connu du plus grand nombre. Tu peux aussi soutenir Prenons un café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin, mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un café. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve vendredi pour une parole d'expert à propos de la dépression postpartum et mardi prochain pour un nouveau témoignage. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi autour d'un café.